l'hypnose, c'est un domaine qui fleurit beaucoup, on en entend beaucoup parler, on voit à la télé par exemple avec l'hypnose de spectacle, on le voit se développer, on en entend parler aussi au niveau de traiter des phobies, de traiter l'arrêt du tabac, retrouver des souvenirs ou des choses comme ça. Aujourd'hui, quand on regarde dans un dictionnaire, on va voir hypnose, état modifié de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi en fait l'hypnose? L'hypnose, c'est une discipline, c'est déjà une discipline. C'est-à-dire que quand on veut utiliser le mot hypnose, ça ne va pas être un état. Beaucoup de personnes vont dire « Ah, tu me fais rentrer en hypnose ». Non, ça reste une discipline. C'est une discipline qui permet d'utiliser une transe, la transe étant la communication entre le conscient et le subconscient, afin d'atteindre un objectif, la plupart du temps, dans le but thérapeutique, mais également dans le but ludique, comme on peut le voir en hypnose de scène. Concrètement, l'hypnose, c'est quoi en fait? C'est un état naturel qui permet une communication entre le conscient et le subconscient au travers de ce que l'on nomme la transe. On en trouve tous les jours, c'est pour ça qu'on appelle ça naturel, et que tout le monde peut y rentrer. On trouve ça dans notre quotidien avec des choses très simples comme par exemple rêvasser. Quand on rêvasse, que quelqu'un nous parle et qu'on rêvasse, qu'on est dans nos pensées, on est dans une transe. Quand on est en train de conduire, qui est super classique, qu'on ne se rend pas compte du temps qui a passé parce qu'on était en train de papoter avec le gars d'à côté, eh ben, on est dans une transe. Quand on se percute quelque part et qu'on s'aperçoit qu'on a une blessure ou qu'on s'est fait mal le soir en voyant un bleu ou du sang, et qu'à ce moment-là on conscientise qu'on a un peu mal ou que ça pique, on est dans une transe. Donc concrètement, c'est quelque chose d'hyper classique, hyper commun. C'est absolument pas un espèce d'effet nouveau que quelqu'un vous insuffle. C'est quelque chose de totalement naturel qu'on va réexploiter à deux. Et à partir de là, pouvoir orienter vers un objectif, comme je disais, d'un point de vue thérapeutique. Souvent, ça va être des peurs, des phobies, confiance en soi. Après, il y a tellement de domaines que ça n'a pas de sens de les énumérer. Mais on peut travailler dessus pour à peu près tout. Aussi bien que maintenant, on peut le retrouver dans les hypnoanalgésies ou hypnoanesthésies qu'on retrouve dans les hôpitaux ou avec les anesthésistes. Tu parles beaucoup de conscient, subconscient. Est-ce que tu peux redéfinir ce à quoi correspond le conscient et le subconscient? Alors très souvent, pour expliquer à des néophytes ce qu'est l'hypnose, ce que je dis, c'est l'hypnose, c'est un lien entre le logique et l'imaginaire. Et le conscient, ça va être tous les éléments cohérents, logiques, qui vont nous permettre d'avancer dans notre quotidien, qui vont être très souvent liés à notre néocortex. C'est aussi tout ce qui est mémoire à court terme. Dans le subconscient, en hypnose hellmanienne, donc il faut bien voir que selon les écoles, selon aussi le background, on va dire, psycho derrière, il y a quand même des différences de sémantique et c'est important à les garder. En hypnose hellmanienne ou en hypnosophie, on a beaucoup la notion de subconscient comme tout ce qui va être émotion, tout ce qui va être mémoire à long terme, tout ce qui va être pattern. C'est-à-dire pattern, ça va être l'ensemble des schémas récurrents que tu mets en fonctionnement à l'intérieur de toi. C'est-à-dire le matin, tu te lèves, ça se trouve, tu as toujours le même pattern. Quand tu te brosses les dents, tu as un pattern qui est hyper naturel. Tu ne te poses pas la question d'un point de vue néocortex, logique, genre ouais, est-ce que je vais bien me brosser comme ça? Est-ce que je vais d'abord commencer au fond? Tu t'apercevras que tu feras toujours la même chose. Ça, c'est un pattern. Donc on en a plein. Il faut imaginer que chaque élément dans la vie a créé un pattern pour simplifier, pour éviter de reprendre un schéma, à se dire attends, il faut que je réapprenne à prendre ma fourchette, il faut que je réapprenne à couper, etc. Il y a toutes les valeurs et il y a toutes les croyances aussi qui vont être à l'intérieur, donc qui vont nous permettre de savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est figé ou en tout cas qu'est-ce qui nous a construit à l'intérieur de nous. Et on a une chose en plus qui s'appelle l'inconscient, et c'est pour ça que je précise bien que c'est dans la définition plutôt hellmanienne et hypnosophique du terme. L'inconscient serait plutôt lié à l'ensemble du système qui fonctionne de manière naturelle, c'est-à-dire battement de cœur, la respiration, etc., dans lequel on n'a absolument pas conscience. Et même quand on veut avoir conscience dessus et force dessus, quand on se dit bon, je vais contrôler ma respiration, je vais contrôler mon stress, ma transpiration, ça reste un petit peu délicat. Tu parles de transe, tu parles de conscient et de subconscient qui sont en lien, mais moi dans ma vision aujourd'hui de l'hypnose, j'ai l'impression que je vais dormir plus ou moins ou que tu vas pouvoir me faire faire ce que tu as envie que je fasse. Ça n'a pas l'air de coller avec la définition que tu donnes aujourd'hui. Alors, il faut vraiment reprendre les croyances qu'il y a autour de l'hypnose. L'hypnose, on a utilisé le mot hypnose avec la notion de sommeil, c'est James Brett qui a décidé ce nom-là.
avec cette notion que quand ils emmenaient à l'époque en transe les partenaires, ils avaient les yeux fermés. La plupart du temps, ils avaient des symptômes qui ressemblaient à quelqu'un qui dort, notamment les REM, les Rhythm Eye Movement, donc les mouvements des yeux qui bougent. Donc, on est parti initialement sur cette idée-là, et le nom n'aidant pas forcément, hypnose, il y a le sommeil, on se dit on va dormir. C'est erroné parce que c'est comme si on avait des symptômes du sommeil, mais on n'est pas en train de dormir. Donc déjà, dans la définition, c'est pas la même chose. Après, on ne dort pas du tout, étant donné que c'est une communication entre le conscient et le subconscient, et encore plus, on a un praticien qui est là pour nous poser des questions, pour interagir avec nous, et à aucun moment, on est en mode « je ne peux pas parler ». Je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas décrire ce que je vis. Donc, l'hypnose et la transe n'a pas du tout l'idée commune qu'on a. On n'est pas un chamallow en train d'être tout mou à attendre que quelqu'un nous fasse quelque chose, nous reprogramme. Qui est un des gros problèmes qu'on a d'ailleurs aujourd'hui en hypnose. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le praticien va nous reprogrammer. Non, on ne reprogramme rien. Et encore moins, je suis un tout mou. C'est non, tu interagis avec ton partenaire. Tu peux dire non à une suggestion, tu peux dire non à ce que tu ressens. Tu peux au contraire dire non, mais ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça je veux aller voir, ça je veux pas aller voir, ça j'ai peur, ça j'ai... Et c'est parce que tu vas faire une interaction avec ton partenaire qu'on va vivre quelque chose, et que la facette profonde hors symptômes va pouvoir être touchée et travaillée. Donc de ça, on n'a pas du tout cette notion de sommeil, de prise de contrôle de quelqu'un d'autre. Non, on est vraiment dans un accord 50-50 avec le partenaire. Il existe plusieurs types d'hypnose aujourd'hui. On entend parler d'hypnose ericksonienne, on entend parler d'hypnose classique. Quelles sont les différentes hypnoses qu'il existe aujourd'hui ? Il existe différentes tendances, c'est-à-dire différentes écoles. Mais dans les écoles, il y a aussi une logique qui va être soit thérapeutique, soit ludique. Donc il y a vraiment plusieurs facteurs à prendre en compte. Bon, on va rapidement passer sur le principe d'hypnose de spectacle, qu'on appelle l'hypnose de scène, qui est liée à l'hypnose dite classique dans le sens ancien du terme, parce que tous les praticiens à l'époque, alors au 19e, utilisaient l'hypnose en faisant un show pour montrer aux gens que ça fonctionnait. La base du mesmérisme se passait dans la rue et on montrait que, regardez, madame, messieurs, je vais vous montrer que madame ne peut plus avoir mal aux dents dans quelques instants, mettez en transe, etc. Et de là est partie cette espèce de notion hyper liée à l'hypnose thérapeutique, et ça c'est important de le garder. La scène est hyper liée au thérapeutique. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui c'est mal accepté, mais c'est une réalité. Donc, parce qu'il fallait montrer la performance de l'hypnose, le fait que ça fonctionne. Maintenant, l'hypnose de scène est utilisée que pour divertir. Elle est vraiment développée pour s'amuser, du ludique, etc. Avec des personnes qui ne connaissent pas. La plupart du temps, c'est des néophytes. Il y a l'hypnose urbaine, donc qui est l'hypnose de rue, l'hypnose qui va s'approcher des gens, à l'inverse du spectacle où on va voir un spectacle. Là, on va voir les gens, et ça lie le côté social, d'aller croiser des personnes, leur proposer quelque chose, et ça lie le côté un peu fun, découverte, qu'on peut retrouver en hypnose de scène. Ça, on va dire que c'est hors thérapie. Après, l'hypnose qui est la plus connue aujourd'hui, c'est l'hypnose ericksonienne, ou l'hypnose moderne, qui est 90% de l'ericksonien, qu'on retrouve en France, en Europe beaucoup, parce que ça a été mis en place par un psychiatre qui s'appelle Milton Erickson. C'est une hypnose dite indirecte, une hypnose qui va donc permettre d'entraîner le partenaire dans une transe au travers d'un jeu métaphorique, et surtout de suggestions qui sont jamais faites directement. C'est pas tu dors, ça va être peut-être que tu vas trouver maintenant ou dans quelques instants un sommeil. Peut-être il est déjà là. Donc on est en train de contourner de manière un peu différente l'état de résistance potentielle du partenaire. Elle a été très développée et très assimilée en France parce que c'est un psychiatre. Le psychiatre qui était Milton Erickson, c'est une figure de référence, et ce qui est normal dans le milieu dans lequel on est, qui est autour du médical. On est des disciplines complémentaires, on n'est absolument pas des disciplines médicales. C'était important d'avoir quelqu'un de sérieux, on va dire, qui a été validé par la médecine. Donc c'était une chose intéressante. Beaucoup de courants sont nés de l'ericksonien, donc de l'indirect, on va dire de manière générale. Et on a des écoles plus directes,
type l'école de Dave Hellman, donc moi ce que j'appelle l'hypnose hellmanienne, dont moi je suis issu. Donc l'hypnose hellmanienne, c'est une hypnose qui est plus directe, qui va moins jouer avec faire passer une information de manière à contourner les résistances, parce qu'on se met au contraire en accord. On a un gros lien thérapeutique qui se fait avec le partenaire volontairement. Il y a un principe qu'on appelle les 50-50 qui est la base de l'hypnose hellmanienne et qui va complètement à l'inverse de l'hypnose ericksonienne éviter de devoir passer à côté. On va carrément créer un lien thérapeutique entre les deux. Et au travers de ça, on a donc tout un travail de fond qui va être basé sur une énorme interaction qu'on retrouve un peu moins dans d'autres styles d'hypnose. On est constamment en train de parler avec notre partenaire parce que ce qu'on veut, c'est que dans le lien conscient-subconscient qu'on a mis initialement en place, on veut que la personne puisse conscientiser ce qu'elle est en train de se rendre compte dans son subconscient ou ce que son subconscient est en train de lui remonter et que peut-être jusqu'à présent elle n'a pas réussi à traduire. Et nous, étant un révélateur à ce moment-là, on va simplement pouvoir lui dire tiens regarde, il y a telle teinte qui arrive, il y a ça qui arrive, qu'est-ce que tu ressens, comment, pourquoi. Et il y a beaucoup d'interactions. Pendant que tu as fondé l'association Hypnose HNO en 2010, quel est ton objectif à toi avec cette association ? Le but est de promouvoir l'hypnose de manière générale. Et vu qu'on est en France avec des tendances qui sont quand même très ericksoniennes, de dire hey les gars, c'est super l'ericksonien, c'est super ce qui existe, mais il existe d'autres choses qui n'ont pas été vraiment développées en France. En l'occurrence, l'hypnose hellmanienne, même si moi au fur et à mesure j'ai ma propre tendance et ma propre manière de percevoir les choses, donc je me dis plutôt d'influence hellmanienne plutôt que maintenant être 100% hellmanien. Comme Kine d'ailleurs, Jerry Kine qui est un élève de Hellman qui a certainement modifié ce que Dave Hellman avait mis en place parce que automatiquement on a nos recherches, on a nos croisements avec d'autres disciplines et puis donc on arrive sur des choses bien spécifiques. Donc c'est un peu développer l'hypnose, le partager au travers du cadre urbain, le partager au travers de petites conférences, de petits ateliers, faire des formations. Alors l'idée de la formation est vraiment, alors pour moi ça a de l'importance le terme formation, c'est peu de personnes que l'on suit vraiment et que l'on forme, que l'on modèle et pas juste un enseignement. Donc je prends très peu de personnes tous les ans par rapport à ça parce que je veux vraiment des personnes qui sont prêtes à travailler sur elles, sont prêtes à vraiment s'inscrire dans une démarche personnelle et une démarche spécifique, sachant que l'hypnosophie, moi comme je l'ai défini, il y a un énorme travail à faire sur soi qui va être notre posture. Et avec HNO, c'est vraiment quelque chose que je mets beaucoup en avant, la posture du praticien, plus parfois même que la technique en tant que telle. Parce que la technique amenée en transe, c'est très simple. L'hypnose, d'un point de vue discipline, créer une transe et créer des suggestions, c'est très simple. Créer une thérapie, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus passionnant, mais ça demande beaucoup plus de cordes à notre arc. Et de ça en plus, il y a quelque chose qui est essentiel, qui va être comment moi je me situe vis-à-vis d'un partenaire, un patient, pendant une thérapie, comment je vais gérer son transfert, comment je vais gérer mes contre-transferts, donc comment je vais gérer ce lien en fait. Et ce travail postural du praticien est pour moi une des clés importantes de l'hypnosophie et c'est vraiment ce que je souhaite mettre en avant au travers de tout ça avec HNO et Hypnose. Tu parles d'hypnosophie, l'hypnosophie c'est quoi ? Alors l'hypnosophie c'est ma perception moi de l'hypnose. Pourquoi j'ai changé le terme ? Parce que deux choses. Aujourd'hui l'hypnose, on a l'impression que c'est un système dit symptomatique. C'est-à-dire je vais voir un hypno, et comme je l'ai dit précédemment, on nous reprogramme et on gère le bobo qu'on a. Alors les bobos ils peuvent être plus ou moins importants, hein. Ça peut être des problèmes de douleur, ça peut être des problèmes de confiance en soi, etc. Mais on va toucher le symptôme plutôt qu'aller gratter. Et on a toujours dit, et ça c'est super drôle en hypnose, on dit bah oui, nous on va chercher le comment, le pourquoi, on n'en a rien à faire. On fait de la thérapie brève, on est axé solution, etc. Bon, ok. À partir de ça, moi le problème que j'avais, c'est quand je parlais d'hypnose, moi je parle de trans ouvert, de trans fermé, de détails techniques auxquels,
souvent avec d'autres hypnos, j'avais l'impression qu'on parlait plus de la même chose. C'est-à-dire que dans le cheminement que j'ai, de croiser des disciplines, de me former à plein de choses, de tester beaucoup avec mes partenaires, je me suis rendu compte que si j'utilise le mot hypnose, la plupart du temps, les gens vont me dire non mais ce que tu fais, c'est pas de l'hypnose. C'est pas de l'hypnose parce que moi je vais gratter derrière, je vais te poser des questions, je vais pas tout de suite mettre en transe, je vais parfois passer une session entière à poser des questions, sachant que je crée une transe mais qui est une transe indirecte, et travailler sur l'exploitation qui va ressembler parfois plus à de la psychanalyse. Alors on va me dire mais attends, mais tu fais de la psychanalyse, pas de l'hypnose. Et je fais de l'hypnose, j'utilise tous les outils d'hypnose, les patterns, les ruptures de patterns, les modélisations, les recadrages, j'utilise tous les outils qu'on retrouve en hypnose et qu'on retrouve dans d'autres disciplines avec le travail de transe, parce que pour moi le cœur c'est la transe. On s'en fout de savoir que ça s'appelle hypnose, sophrologie, méditation ou j'en sais énergétique, on s'en contrebalance. Mais ce phénomène de transe pour moi est primordial et va être la base du traitement qu'on va faire ensemble. Et l'hypnosophie, il y a cette notion de sagesse, de volonté d'aller dans la recherche au fond, dans la recherche intérieur, dans cette recherche de sagesse qu'on a pu avec l'hypnose, où aujourd'hui c'est youpi, je vais voir un hypno, tu me fais en 3 séances, t'arrêtes le tabac, ou en une séance, je vais perdre 25 kilos et puis je vais changer ça et puis ma vie elle va changer. Ok, mais moi le phénomène de transformation, même si j'y crois et que je sais qu'il peut aller très rapidement, je ne le valide plus de la même façon qu'il y a quelques années, et je suis plus sur une notion de on va travailler sur un phénomène d'intégration. Et ce phénomène d'intégration, c'est l'hypnosophie, c'est un temps, je reprends la notion de thérapie brève, 2 à 3 ans, mais avec un vrai cheminement derrière. Quelle formation aujourd'hui justement avec ton association tu proposes? Quelles sont les différentes possibilités? J'ai divisé en 2, c'est-à-dire que j'en ai qui sont spécialement pour les personnes qui sont déjà praticiens en hypnose. En l'occurrence, ça sera tout ce qui est hypnose profonde, hypnose H-Ultra. Donc les trans profondes, c'est un travail bien spécifique lié à l'hypnose hellmanienne, sachant que le coma hypnotique, le mot coma a été trouvé par Dave Hellman. Et derrière, il y a des travaux de Jerry Kine, donc son élève, et de Secord, qui était un gars qui a trouvé de son côté un boulot, pour aller encore plus bas officiellement que le coma hypnotique. Moi, je le mets au même niveau. C'est des trans dites profondes. C'est un travail très spécifique, très très intéressant, que donc je propose que aux praticiens d'hypnose qui ont déjà un cabinet et qui bossent déjà pas mal en hypnose, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt, c'est rigolo, on va le faire 10 fois et puis on va mettre ça de côté, alors que pour moi je pense que c'est un outil qui est réellement super. Il y a également CT Energetics, donc Cross Therapy Energetics, qui est là aussi pour les praticiens. Alors ouais, c'est de l'énergétique. Mais je base sur un principe très simple que pour avoir fait énormément de magnétisme et de travaux en énergétique, on est dans des trans. Et si on ne maîtrise pas le principe de trans, tout ce que je vais montrer pendant les 2-3 jours que je propose n'aura pas vraiment d'intérêt, parce que je pars du postulat que tout le monde va connaître ce qu'est une trans et on va utiliser donc les principes énergétiques au travers de l'exploitation de la trans en fonction de suggestions bien spécifiques ou de travaux bien spécifiques. C'est très simple. Par contre, il faut déjà avoir une base avec tout ce qui est trans. Autrement, il y a tout ce qui est travaux en auto-hypnose. Donc là, c'est l'autre partie, c'est pour les néophytes. Ça dure 2 jours, c'est des bases. Alors, je suis un très basique de l'auto-hypnose. L'auto-hypnose étant pour moi, comme la méditation, un des outils les plus extraordinaires qui puissent exister pour se développer, pour se guérir. Alors guérir, le mot, je le mets entre guillemets, mais en tout cas pour avancer, évoluer dans son quotidien. Donc pendant 2 jours, on voit des bases. Parce que si on n'a pas de base, il n'y a pas de fondation. S'il n'y a pas de fondation, on ne peut pas évoluer, avancer et faire tout le travail qu'il y a derrière, qui est quand même sympa. Derrière, il y a aussi plus ludique l'hypnose urbaine, qui est donc ma perception de l'hypnose de rue, pour aller donc voir les gens dans la rue, leur présenter. Moi, vraiment, quand je parle d'hypnose urbaine, c'est une hypnose sociale. Je suis pas un fan des phénomènes hypnotiques, donc je sais que j'ai beaucoup de personnes au téléphone qui me demandent ouais, mais est-ce qu'on va voir ça. Non, moi je suis vraiment dans le social, le temps qu'on va aller prendre pour aller voir une personne qu'on connaît pas, lui expliquer l'hypnose, rire avec ça, prendre du plaisir, avancer, évoluer dans ce schéma-là. Et donc lui faire vivre des trans, quelque chose de nouveau pour lui, le cadeau de l'instant.
Et plus globalement, j'ai une formation qui maintenant s'étend sur 2 ans, sur 3 semaines, qui j'ai appelé donc initialement hypnose classique curative. Pourquoi hypnose classique ? Parce que comme je l'ai dit tout au départ, les anciens faisaient du classique et qu'ils avaient quand même une orientation curative, et c'est dommage que ça a été galvauté par le temps, dire le classique c'est que la scène. Non, le classique à la base était là pour aider les personnes qui n'allaient pas bien. Et l'hypnosophie, donc ce que je vous expliquais précédemment, ma perception de l'hypnose et surtout ce placement que doit prendre le praticien, la philosophie qu'il y a derrière, la recherche, donc aller au-delà du symptomatique pour aller chercher vraiment le fond et faire une thérapie comme moi en tout cas je la perçois aujourd'hui. Je pense qu'il évoluera encore dans les années, parce que d'année en année je modifie mes formations pour par rapport à ce que j'apprends, ce que je vois, les feedbacks, etc., etc. Moi, je mets en pratique tous les jours, donc ça me permet aussi d'avoir ce feedback-là et me dire ça en fait c'est peut-être obsolète, ou je l'avais mal compris, ou je l'avais mal fait, et le modifier au fur et à mesure. À côté de ça, tu écris aussi des livres, il y en a plusieurs qui sont déjà sortis. C'est quoi ces livres et quel est ton objectif au travers justement de ce partage ? J'en écris régulièrement. En fait, pour moi, les bouquins, je les appelle plus des essais que des livres. Pourquoi les essais ? Parce que je trouve que le terme est vraiment intéressant, surtout quand on sait qu'en hypnose on n'essaie pas, mais bon, ça c'est une autre histoire. Le principe d'essai, pour moi, c'est un jalon. C'est un jalon dans ma perception et le travail que je fais. C'est-à-dire que je prends plein de thèmes, des thèmes qui sont très communs, qui me sont demandés. J'ai de la chance, et ça c'est vraiment une grande chance, d'avoir beaucoup de thérapeutes qui me contactent, qui m'envoient des mails, qui m'appellent, qui me demandent des orientations parce qu'ils ne savent pas à un moment T quoi faire. Et donc j'ai des choses qui sont assez communes qui reviennent, et je me dis quitte à donner de l'information, le bouquin pour beaucoup c'est une manière très chouette de l'avoir. Donc moi ça me permet de manière régulière de donner un petit peu où j'en suis de mes pensées par rapport à l'hypnose, par rapport à des techniques. Donc très souvent je tente qu'il soit le plus concret possible. Je fais ça de manière courte, c'est des ouvrages qui sont assez courts. Là j'en sors 2. Un sur la PNL et un sur ma problématique que j'ai eue moi par rapport au cancer, et qui va être comment un praticien d'hypnose, d'énergétique, un praticien en tant que tel qui a un cancer vit ça, comment il le gère, qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'était assez drôle, l'aventure en fait, plus d'un point de vue de ma perception des choses qui est un petit peu particulière, surtout en sachant tout ce que peut représenter une maladie, un problème, etc. etc. Donc ça donne des jalons. J'en ai fait sur la posture, j'en ai fait sur l'hypnose et les parents, l'hypnose des enfants, j'en ai fait sur l'hypnose urbaine, j'en ai fait, on doit arriver autour de la 20aine. Le but étant vraiment moi de me dire je sais que mon tout premier, hypnose classique curative, je le relis aujourd'hui, je suis plus d'accord avec ce que j'ai écrit, pourtant j'ai écrit il y a 3 ans. Mais ça me permet de me dire j'en étais là, je le réécrirai, ou je vais le réécrire avec une nouvelle version, parce que je pense qu'en tant que praticien, si on reçoit tous les jours, on ne peut pas rester sur les mêmes modèles. On se rend bien compte qu'à un moment, il y a des trucs qui déconnent, il y a des choses qui ne vont pas. Et pour moi, écrire, il y a une mode d'expression qui est super, ça m'amuse, ça me détend, c'est ludique, je partage mes pensées, comme je le fais avec YouTube, où je partage des vidéos. Et moi, j'apporte ce que je pense aujourd'hui. Je me connais, je sais que demain, je ne penserai pas la même chose. Si dedans, il y a des choses que vous pouvez utiliser, exploiter, faites-le. Et c'est ça qui m'éclate. Justement, tu parlais du cancer, toi tu l'as vécu et justement tu as écrit un livre par rapport à ça. Je voulais revenir un petit peu, faire un petit zoom par rapport à cette histoire-là. Toi en tant que thérapeute, tu parlais d'auto-hypnose par rapport aux formations, tu as utilisé cet outil qu'est l'hypnose aujourd'hui pour te sortir de ton cancer. Bon, moi je suis un peu particulier avec mon cancer, ça a été une putain de bonne aventure. Et le terme est bien choisi. J'ai un type de personnalité qui fait que ce genre de choses-là, on se dit tiens ça va être marrant. Marrant avec tout ce qui ça peut être relatif. Pendant des années je me suis dit j'aide des personnes, je guéris mes bobos physiques, psychiques, ouais super. Mais si j'avais une maladie grave, une vraie maladie, un truc sérieux, comment je ferais ? Est-ce que je serais le pseudo-utopiste qui dit oui, tout se passe bien, la vie est belle? Est-ce que je serais au contraire incapable de faire quoi que ce soit? Est-ce que je serais en colère? Est-ce que ça me ferait marrer? Est-ce que j'aurais peur? Et la vie étant parfaite en tant que telle, je me suis retrouvé à avoir un cancer. Quand je parle d'auto-hypnose et que je dis je suis dur,
de l'hypnose, de l'auto-hypnose, du magnétisme, du truc. Tous les jours, je bossais 5-6 heures par jour sur moi. Je me levais très tôt le matin, je me couchais très tard, je faisais, je répétais. Et tu t'aperçois des limites du système, donc tu es obligé d'aller plus loin. En tout cas, des limites de ce qu'on t'a enseigné dans des livres, des limites de plein de choses. Tu te rends compte que ça fonctionne. Moi, j'ai eu la chance, guillemets, j'avais une tumeur de 300 grammes. Qui, quand elle a été retirée, était nécrosée à plus de 90%, sans explication spécifique. Ce qui fait que derrière, moi j'ai besoin de preuves. Je suis un pragmatique. Tu dis, ah ouais, j'ai pris aucun médoc. J'ai pris rien, j'ai fait juste du travail sur moi. Chez moi, j'ai même pas d'aspirine. J'étais moi, mon esprit, mon corps. Démerde-toi, mec. Mais c'est trop bien. Quand tu te dis au quotidien, ok, mais ouais, mais ça bug. Mais bien sûr qu'on a des milliers de problèmes. C'est pas parce qu'on est des praticiens qu'on n'a pas de problème. Et un praticien qui se dit ne pas avoir de problème, posez-vous des questions. Vraiment, on a tous des problèmes. J'ai fini avec mon cancer, j'ai encore plein de soucis, j'ai encore plein de trucs et je suis pas encore sorti. Ce qui m'impose à travailler, ce qui m'impose à me dire, ouais, putain, non, là ça va pas, je vais pas du bon côté. Là je me mens, là j'avance, mais j'ai peur. Quoi, comment, pourquoi ? Et oui, il y aura des bons côtés, des mauvais côtés. Le cancer, ça te donne cette notion-là de dire, bon, bah au pire, j'ai quelque chose d'assez grave. Au moins, on peut plus se mentir avec des techniques à la con, des trucs qui marchent pas ou des trucs qui marchent pas pour toi. Hein. C'est toujours très perso. Et c'est en ça que je trouve ça génial. Moi, ça a été un super chemin. C'est un truc où tu te dis, yes, ça marche. Ça fonctionne. Ok, c'est pas de la magie, je me suis pas fait du vaudou ou de l'énergétique une fois et puis me dire ça marchera. Je faisais ça, puis je faisais mon auto-hypnose, puis je faisais ma méditation, puis je faisais mon truc, puis mon yoga, puis mon truc. Et puis c'est du taf, c'est de l'investissement, tu t'en prends plein la gueule avec toi-même. Parce que moi je suis un crétin du genre, je vais me démerder tout seul. Donc en plus, je me démerdais tout seul. Et tu te dis, bon bah voilà, tu te démerdes tout seul, t'as choisi ça. Et tu te rends compte que ça demande du taf. Et c'est pour ça que je suis très chiant avec le taf, l'auto-hypnose et le travail personnel. Que ce soit en énergétique ou ailleurs. On a vu la théorie par rapport à l'hypnose. Maintenant, ce que j'aimerais moi, c'est expérimenter pour comprendre un peu en pratique ce que ça donne. Tends tes bras. Ok, comment ? Comme ça ? Ok, là maintenant tu vas tourner une des deux mains vers le ciel. Tu vas fermer les yeux. Je veux que tu les gardes au même niveau pour l'instant. Ok. Si tu veux, tu les gardes ouverts, hein. T'as pas besoin de les fermer, c'est une croyance. Hein. Ok, donc là maintenant ce que tu vas faire, c'est simplement tu vas imaginer de ce côté-là la capoeira, parce que je sais que t'aimes bien la capoeira, et de ce côté-là le jiu-jitsu brésilien, qui est vraiment une très bonne discipline. Ok, et là simplement, l'un va être plus lourd et l'autre plus léger. Plus lourd, plus léger, et de plus en plus lourd, de plus en plus léger. Et là simplement, ça va devenir vraiment plus lourd, plus léger, plus lourd, plus léger. Et tu respires profondément, maintenant tu penses plus à rien, tu laisses simplement cette suggestion qui est rentrée à l'intérieur de toi, que tu as accepté, que tu laisses jouer, monter, grandir à l'intérieur de toi. C'est tout, c'est juste un moment qui t'appartient et tu laisses simplement ça aller. Maintenant tu peux me parler en même temps. En fait, je sens mes mains bouger, mais effectivement je peux continuer et je suis toujours présente, quoi. D'accord, donc à partir de là, ce que tu vas faire, c'est simplement ouvrir les yeux pour que tu puisses bien te rendre compte que tu peux avoir les yeux ouverts. Et tu te rends compte que la capoeira c'est plus léger que Jujutsu et qui t'a bien emmené au sol. C'était exactement ce que je voulais. Ok, là maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas tendre tes mains l'une à l'autre. Donc là on est dans l'hyper classique, hein, c'est ce qu'on fait souvent en petit jeu pour faire découvrir un peu l'hypnose aux personnes. Ok, là tu vas simplement imaginer qu'il y a une espèce de boule qui va commencer à tirer de plus en plus, tac, tes mains. Et là tu vas sentir tes mains qui vont commencer à arriver de plus en plus l'une à l'autre. Tu les regardes bien et à mesure que tu les regardes, tu vas sentir derrière toi une forme d'énergie qui va commencer à t'attirer vers l'arrière. Ok, et là maintenant, tac, maintenant je prends cette boule d'énergie et tu vas pouvoir la sentir. Te tirer. Ok, là à mesure, tu vas reprendre cette boule d'énergie, tac, tu vas commencer à en ramener une vers toi, voilà, une partie de cette boule d'énergie vers toi. Et simplement, au moment où tu vas rentrer en contact avec, ça va faire de la chaleur dans ton corps, du bonheur, du bien, juste de la détente. Quelque chose de bon, doux et positif. Parce que c'est simplement toi, tes envies, d'être bien. Et tu te permets à cet instant-là d'être complètement en phase avec toi-même. Génial. Tu laisses aller, tu laisses en toi et tu laisses grandir cette énergie belle, douce, bonne et positive pour toi, pour les secondes, les minutes, les heures qui vont venir.
et simplement te sentir de mieux en mieux à chaque instant. Ce bras-là, il va descendre de plus en plus, tout doucement, et à mesure que ça descend, c'est comme si ça faisait monter simplement ton être dans une belle douce lumière agréable et apaisante qui te permettra complètement de t'ouvrir à tes potentiels, tes possibilités, comme si c'était un peu une usine de bonheur, une usine complète d'amour inconditionnel, pleinement bien, d'amour inconditionnel qui peut à n'importe quel moment, n'importe quel instant être et devenir en toi quelque chose qui t'appartient complètement et totalement. Comment tu te sens ? Bien, c'est cool. Je suis toute zen. Donc là, on va simplement s'arrêter là parce que pas besoin d'aller plus loin. Là, tu vois à peu près qu'une tranche. À mesure que je retire ta main, tu vas ouvrir les yeux et revenir de plus en plus ici, dans le présent. Te sentir de mieux en mieux, de plus en plus en lien avec ton corps. Là, tu ressens complètement ton corps, tu arrives à le bouger parfaitement. Tu t'étends, tu t'étires, tu es bien de mieux en mieux. Merci.